Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de faire l'ouverture de cette conférence, la deuxième en matière de cyber pour le pôle finance innovation. Et je pense que dans le contexte de l'arrivée de plus en plus visible des JO, la cyber c'est un enjeu que en fait on voit poindre dans le cadre de cet événement et que on connaît probablement mal, mais qui au pôle a été et c'est un peu le sens du pôle finance innovation, c'est d'anticiper ce type de sujet, non pas aujourd'hui, mais il y a plus de 5 ou 6 ans maintenant, et avoir un événement sur la cyber dans la finance, et j'y reviendrai, n'est que l'illustration de ce que on a pu travailler avec tout l'écosystème de la finance et de l'innovation dans la finance depuis de nombreuses années. Donc très heureux d'être là, très heureux de vous accueillir dans ce lieu évidemment emblématique de la cyber. Donc un grand merci au campus cyber et à Michel Vandenberg qui n'est pas là aujourd'hui, son président, pour nous y accueillir avec toutes ces équipes qui ont contribué et qui vont contribuer à faire de cet événement un succès. Donc comme je disais, pour le pôle finance innovation, la cyber c'est pas nouveau. Je dirais même c'est mainstream. C'est quelque chose qui traverse l'ensemble des activités de tous les acteurs de la finance aujourd'hui, quel que soit leur rôle. Et avant de parler un peu de l'événement et de vous le présenter dans ses objectifs, je vais simplement vous rappeler, parce que certains d'entre vous, et vous êtes plus de 600 inscrits aujourd'hui, ne connaissent pas forcément le pôle et son rôle. Et donc le rôle du pôle finance innovation, qui est on va dire, un acteur de l'écosystème qui met en relation grands groupes et start-up, acteurs de la réglementation, l'ensemble de ceux qui font la finance d'aujourd'hui, quels que soient les secteurs, que ce soit la banque, l'assurance, l'asset management, l'immobilier, qui sont représentés au sein du pôle par des filières, les métiers du conseil dans la finance, évidemment, l'économie sociale et solidaire aussi. Tous ces acteurs-là ont un rôle pour innover dans la finance, parce que la finance, c'est pas simplement de la techno, c'est aussi un impact social, c'est aussi faire en sorte, par exemple, juste pour l'illustrer, comment donner accès à la finance à tous et comment éviter la fracture numérique dans tous ces domaines-là. Donc c'est ça le rôle du pôle, c'est de mettre ensemble l'ensemble de ces acteurs, de les fédérer, d'assurer la relation grand groupe start-up, de labelliser ces start-up, de les aider à se financer, de faire en sorte qu'ils comprennent, tous ces acteurs, les grands domaines d'innovation prioritaires qui sont devant nous et qui font, je dirais, la dynamique de notre écosystème. Et je crois que le pôle est reconnu à ce titre en tant que grand pôle de compétitivité. Nous avons 600 membres, ce qui est un nombre très important pour un pôle. C'est un financement à 90% privé. Et on espère que le secteur public qui nous accompagne tous les jours sera encore plus présent avec nous. Il nous a aidés au départ. C'est un petit message de mon côté. C'est que je constate parfois qu'en France, quand les choses marchent, le financement public a tendance à disparaître. Et c'est probablement dommage parce que ça limite aussi nos capacités d'action. C'est un groupe de 15 personnes, le pôle. Hein. C'est une petite équipe. Mais c'est une équipe dynamique qui a une capacité pluridisciplinaire pour faire ce type d'événement absolument extraordinaire et qui, en permanence, manque de moyens alors qu'on pourrait faire beaucoup plus. Et parfois, les membres nous le disent et on leur dit, écoutez, oui, mais pour s'occuper de 600 membres à 15 personnes, je peux vous dire, c'est un sacré boulot. Et faire 40 événements par an, arriver à trouver des financements pour tout le monde, participer à des projets européens, tout ça est pas évident. Donc voilà pour ce que fait le pôle. Et ce que nous voulons faire aussi demain, c'est important, c'est au-delà de nos filières qui structurent nos activités, que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est aussi être en capacité d'illustrer ou de faire avancer certains grands sujets. La cyber, il y a 5 ou 6 ans, et aujourd'hui, 4 thèmes prioritaires pour nous, transverses de ces filières. L'IA générative et l'IA traditionnelle, donc des grands enjeux d'innovation. La finance durable, la finance à impact. L'open finance, dans le cadre de la DSP2 et de la DSP3. Et puis aussi, évidemment, tout ce qui est la finance décentralisée, la blockchain, et pas simplement le Bitcoin. Et le Web3. Donc voilà les 4 grands thèmes d'animation qui vont, on va dire, illustrer, animer l'ensemble des filières.
Et puis deux événements que je voulais vous signaler, qui sont les deux prochains événements qui vont avoir lieu et organisés par le pôle. L'Investment Day sur la gestion d'actifs le 22 mai prochain, et le Bank Tech Day qui aura lieu le 13 juin. Alors pour revenir à cet événement sur la cyber, qui est un de nos événements phares, cet événement, en fait, il a vocation à se différencier de beaucoup d'événements cyber qui existent sur le marché, évidemment, qui sont très technologiques pour certains. Ici, il s'agit d'illustrer comment le secteur de la finance prend en compte cette dimension absolument essentielle, parce qu'elle est un élément clair, absolument central de la confiance, qui est le métier, je dirais, de la finance en général. Et donc, cette notion de confiance doit s'appuyer sur des capacités cyber assez larges, qui sont non seulement de la technologie, mais une vision de la cyber qui soit écosystémique et collaborative, parce qu'on sait que pour répondre aux menaces, il faut être collaboratif, il faut être collectif, et que la réponse n'est pas simplement technologique. Au contraire, elle est à mon sens bien plus humaine que technologique, parce que c'est là où sont à la fois la capacité de réactivité, mais aussi les faiblesses. Donc voilà, je dirais, l'objectif central de cet événement, qui est le deuxième, je vous le disais. Et cette deuxième édition, elle est marquée par deux axes forts pour nous. C'est comment les nouvelles technologies, et notamment les génératives, impactent la cyber dans la finance. Et aussi sur la vision de la cyber, sur l'impact de la cyber sur les différents métiers, de la banque et l'assurance notamment. L'assurance cyber, je prends des exemples, il y aura une conférence là-dessus. Le rôle des banques et assurances dans la protection de l'économie, donc la notion de confiance au cœur de leur métier. Et puis, évidemment, l'innovation, comment innover en matière de risque de fraude et comment relier innovation et risque de fraude. Donc voilà quelques exemples, quelques thèmes importants, il y en a d'autres dans le cadre de l'événement. Et tout ça est lié à un mot-clé, pour moi, c'est la confiance. Voilà pour l'agenda, je pense qu'il est bien rempli. Je remercie l'équipe du pôle pour ce travail absolument formidable qu'ils ont mené pour arriver à cet événement aujourd'hui. C'est jamais simple. Et donc, avant de passer la parole aux différents intervenants qui me suivent, je vais d'abord remercier Brice Van de Waal, c'est ça? Pas mal, pas mal. Van de Waal, en fait, hein, je crois que c'est mieux. Voilà, c'est ça. Donc, directeur général de Mastercard France, qui est un soutien depuis 2 ans de l'événement et qui nous apporte à la fois son soutien financier continu et qui nous dira donc quelques mots. Un remerciement spécial aussi au Crédit Agricole qui a été une cheville ouvrière très importante de l'événement, non seulement en termes de soutien financier, mais surtout en termes de soutien, en termes de contenu et pour le programme d'aujourd'hui. Et puis merci évidemment à tous les sponsors que vous voyez affichés ici et qui sont évidemment indispensables pour que nous puissions continuer à agir et à faire que cet événement et nos événements soient des succès. Donc l'événement démarre et avant de démarrer, à tout seigneur, tout honneur, donc je vais laisser la parole à Madame Nelly Garnier. Donc Nelly, merci d'être là pour représenter la région Île-de-France. Le soutien qu'elle nous apporte aussi est très important. Et je pense que pour la région, la cyber est un thème extrêmement important. Dans le cadre des Jeux, ça l'est d'autant plus. Il ne faudra pas de couac, en tout cas ça va être pas forcément facile. Mais je crois que le fait de parler de la cyber et d'en parler dans la finance est un moyen pour vous, je pense, de donner une vision un peu plus générale de ce que c'est que la cyber pour la région Île-de-France et qu'est-ce que ça implique pour vous. Donc merci d'être là et je vous laisse la parole. Et je vous remercie tous d'être là pour une superbe journée. Donc n'oubliez pas de relayer le contenu. Vous l'avez beaucoup fait pour tous les sponsors, je les remercie. Et puis je remercie encore une fois les équipes du pôle pour ce travail formidable. Voilà, Nelly, c'est à vous. Merci, merci Bernard. Bonjour à tous. Je salue effectivement Bernard, Brice et puis Michel Vandenberg qui, je crois, n'est pas là ce matin, mais qui nous accueille très souvent, la région Île-de-France, dans ce campus qui est un lieu que nous avons beaucoup soutenu, j'y reviendrai, et puis qui est très actif. Alors c'est vrai que je suis élue, moi, je suis conseillère régionale, je suis conseillère de Paris, et dans l'exécutif de Valérie Pécresse, je suis en charge de tous les enjeux numériques. Alors ça me permet, vous l'avez dit, vous avez parlé d'écosystème, et c'est vrai que je vais vous parler de tout ce qu'on fait, parce que pour que vous ne soyez pas impacté par le risque cyber, il faut aussi que tous vos interlocuteurs
petits, institutionnels, TPE, PME, enfin voilà, tous ceux qui composent un peu votre écosystème soient protégés du risque cyber. Et donc c'est important pour nous que vous puissiez connaître nos dispositifs, les faire connaître, pour que collectivement on se renforce face à un risque qui est de plus en plus accru. C'est la raison pour laquelle nous sommes partenaires effectivement et nous soutenons le pôle de compétitivité finance innovation depuis sa création, la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Et c'est vrai que ça permet aussi de faire connaître ce que fait comme collectivité la région Île-de-France, parce que souvent c'est un échelon territorial qu'on a un peu de mal à identifier. On voit vaguement que ça s'occupe des lycées et des transports, mais aussi, on est aussi chef de pôle sur les sujets économiques, et donc on a un rôle important de structuration de ce tissu économique et d'identification des risques. Alors le risque cyber, ça fait déjà quelques années que la région Île-de-France s'en préoccupe, déjà parce que on est sur une très très forte progression d'attaques, et ça, les citoyens s'en rendent bien compte parce que ça a beaucoup touché des communes, et notamment dans le territoire francilien. On a eu plusieurs mairies, les mairies de Chaville, les Mureaux, Saint-Cloud, Chevilly-Larue, beaucoup d'autres. Il y a eu le département de Seine-et-Marne. Ça, c'était des attaques de rançongiciels. Donc voilà, et on se rend compte aujourd'hui que dans un contexte de tension géopolitique, on a aussi des attaques qui sont des attaques à but de déstabilisation, alors qui peuvent être, vous savez qu'on a une grosse menace, notamment par exemple sur les hôpitaux, dans les moments qui arrivent, mais on peut aussi avoir des grosses entreprises qui ont très bien pris en compte le risque cyber, et puis on va s'attaquer à toute leur chaîne de sous-traitance, et ça va mettre à plat tout un secteur économique qui peuvent être des secteurs stratégiques, d'intérêt stratégique pour la France, et donc c'est pour ça que on voit ce risque courir. On a eu un certain nombre de communes qui ont été victimes de cybercriminels qui ont utilisé des menaces, enfin qui ont utilisé cette attaque pour véhiculer des menaces pro-russes. Et donc on voit bien que les types de menaces se diversifient. Et puis il y a le contexte des Jeux Olympiques, qui est un autre type de menace, qui peut être aussi une menace de... Il y a les rançons, il y a la déstabilisation politique, et puis être une menace de visibilité, parce que vous avez aussi des criminels qui vont montrer leur capacité à faire des attaques massives pendant cette période des JO. Les Jeux de Tokyo, c'était 4,4 milliards de cyberattaques. C'est quand même important. Et aujourd'hui, par rapport à 2020 Tokyo, on estime que cette menace cyber, elle est multipliée par 10. Et donc là, ce qui va les intéresser, c'est de faire de la masse, pour qu'on puisse se dire, regardez, et donc souvent d'aller s'attaquer à des petits acteurs parce qu'ils ne sont pas bien sécurisés, et ça va permettre de faire une action de masse. C'est pour ça qu'on travaille depuis déjà plusieurs années sur cette problématique du risque cyber. Alors déjà, comme je le disais, on est chef de file économique, de structuration de la première région économique européenne. Donc on a un travail qui est de soutien à la filière. Et donc c'est aussi pour ça que nous avons mis 2 millions d'euros sur la création du campus cyber de la Défense en 2021, parce qu'on savait que ce lieu, il allait être unique en France, et vraiment un lieu totem pour la structuration de l'écosystème cyber en Île-de-France et en France de manière générale. On a également soutenu le hub cyber qui est animé par le pôle de compétitivité systématique, et puis on a tout un dispositif d'aide régionale à l'innovation, qui sont les dispositifs, la gamme UP, InnovUp, que vous connaissez peut-être, qui sont utilisés par un certain nombre d'entreprises, notamment dans le domaine cyber, pour monter en puissance très rapidement, se développer à l'international et faire en sorte que nous soyons la première région en termes de structuration d'entreprises et de professionnels qui vont aider les autres entreprises, les associations, les collectivités à se renforcer sur ce risque cyber. Et à côté de ça, en vue des Jeux Olympiques, on a vraiment mis un coup d'accélérateur sur un certain nombre d'outils. Alors d'abord, on a créé un observatoire de la performance cybersécurité des communes franciliennes. Pour ça, on a travaillé avec une start-up qui s'appelle Board of Cyber, qui permet de faire des diagnostics, et j'y reviendrai parce que le diagnostic, c'est très important pour que les entreprises sachent comment investir. Ensuite, on a lancé un chèque cyber, 3 millions d'euros qui sont mobilisés pour soutenir les TPE-PME avec 2 chèques. Un chèque diagnostic, c'est un soutien financier de 5 000 euros pour avoir un diagnostic et savoir
où on est vulnérable et comment on va pouvoir se renforcer. Et ensuite, on met en place un chèque qui peut aller jusqu'à 10 000 euros pour couvrir les dépenses d'investissement. Et donc ça a été mis en place là il y a quelques temps, avec vraiment l'idée d'être en accélération pour qu'on arrive au jeu en ayant sécurisé au maximum notre écosystème et notamment notre rôle de collectivité, c'est d'aller chercher les trous dans la raquette et donc d'aller sur les acteurs qui n'ont peut-être pas en interne les ressources ou les conseils qui vont leur permettre de sécuriser. C'est pour ça qu'on est beaucoup sur les collectivités, on est beaucoup sur les TPE, sur les PME et tout cet écosystème qui est en interaction. Et puis notre troisième action phare cette année, ça a été la création de notre centre régional de réponse aux incidents cyber, Urgence Cyber Île-de-France. Et donc là, c'est une plateforme en fait qui a été pour nous, qui a été un investissement important. Là encore, 2,6 millions d'euros, qui est gratuit, accessible sur simple appel. C'est pour réaliser un diagnostic de niveau 1 et ensuite diriger en fonction de ce qu'on identifie l'entreprise attaquée vers un diagnostic de niveau 2 avec des prestataires qui ont été qui sont qualifiés, qui sont référencés par la région Île-de-France. Et c'est l'idée d'être le référent de la victime sur toute la phase. Donc, c'est-à-dire analyser l'attaque, lui donner une liste de prestataires identifiés et aussi d'aller sur le volet judiciaire, puisque vous savez, un des messages forts que nous passons à chaque fois, c'est il ne faut pas payer la rançon. Il faut au contraire aller sur la voie judiciaire, porter plainte pour qu'on puisse endiguer et justement identifier ces criminels et les mettre voilà, et s'en départir et ne pas rentrer dans cette spirale de la rançon et du chantage. Et donc là encore, on a créé cette plateforme cyber que j'ai pu aller visiter et qui va être extrêmement mobilisée, notamment pendant la période des Jeux. Donc vous le voyez, nous sommes une collectivité, ce n'est pas nous qui faisons tout. Nous, notre rôle, c'est d'identifier les besoins, d'être en soutien. C'est pour ça que c'est très important pour nous de rester bien en contact avec l'écosystème économique. On le fait notamment grâce à tous ces partenaires qu'on a, comme Finance Innovation, qui nous font remonter vos besoins, vos réalités, pour qu'on mette finalement notre action de soutien au bon endroit. C'est important aussi pour nous que vous soyez des relais de notre action, parce que parfois vous représentez des grands groupes, parfois des plus petits groupes, parfois vous avez des partenaires, et vous le voyez, on a tout un dispositif d'aide qui est là et qu'il faut faire connaître. C'est vrai qu'on est dans une année qui est particulièrement importante pour la région Île-de-France. On est le premier financeur public après l'État. On a le volet des transports qui va être un énorme volet pour nous. On a le volet de la formation professionnelle. J'étais encore il y a quelques jours à l'Adidas Arena, où on a là encore sur un volet sécurité, mais qui n'est pas cyber, qui est un peu plus humain. On a des énormes enjeux de recrutement. Et puis on a cet enjeu cyber qui, je dirais, fait vraiment partie de nos grosses priorités pour l'année 2024. Et donc, je vous remercie parce que ça montre que vous, l'écosystème d'entreprise, vous êtes saisis. Et ça nous rassure aussi, en tant que collectivité publique qui devons faire face à ce risque. Et donc, voilà ce que je suis venue vous dire aujourd'hui, que aussi 2024, on dit souvent, il y a un héritage des Jeux, c'est-à-dire que ce travail d'accélération qu'on fait sur les transports, sur l'emploi, sur les infrastructures, c'est un héritage durable pour la France. Il y aura aussi un héritage cyber des Jeux, et c'est la vision positive qu'on doit avoir de cette nouvelle menace. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et maintenant, Brice. Merci Nicolas. Merci Bernard. Merci Nelly. Donc, comme Bernard l'a expliqué, mon nom est Brice Van de Waal. C'était d'origine belge et suisse. Donc, si vous vous demandez d'où l'accent un peu particulier vient, voilà, vous le savez. Je suis donc le directeur général de Mastercard France depuis maintenant 3 ans. J'ai rejoint l'entreprise Mastercard il y a plus de 18 ans, à la base au siège européen à Waterloo, en Belgique, ville hautement populaire ici, donc je me permets de le mentionner.
je me suis occupé de pas mal de choses. J'ai travaillé en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, et je suis aujourd'hui très heureux d'être à nouveau en France. Mon épouse et mes 4 enfants sont français. Voilà, donc je vous ai peut-être déjà donné beaucoup trop d'informations personnelles, ce qui n'est peut-être pas une très bonne chose à faire le jour où on discute de cybersécurité. Et voilà, j'avais envie de partager avec vous ce matin un petit peu la vision et quels sont les défis et les enjeux et comment nous, Mastercard, on regarde tout ça quand on parle de cyber, des risques dans le monde de la finance. Alors l'avantage d'être quelqu'un qui a fait déjà 18 ans dans le monde des paiements, ça me permet d'avoir un peu justement de recul pour vous raconter cette histoire. Donc pour nous, chez Mastercard, quand on parle de cybersécurité et de risques dans le monde de la finance, en fait, on regarde 3 choses. Et alors c'est facile à retenir parce que les 3 choses commencent avec un C, comme la cybersécurité. On regarde les aspects de complexité, et ce qu'on veut dire par là, c'est comment le monde a évolué et est devenu de plus en plus complexe, et comment est-ce qu'on gère ça. Le deuxième point, c'est tout ce qui concerne la connectivité. Aujourd'hui, tout le monde est connecté à tout le monde, toutes les machines vont être connectées à toutes les machines, et donc il n'y a plus franchement de limite dans le monde aujourd'hui pour atteindre n'importe qui ou n'importe quoi à distance. Et le troisième C, c'est le sujet de la confiance. Alors Bernard, vous en avez déjà parlé, et c'est vrai que nous, Mastercard, ça fait 50 ans qu'on a créé la confiance auprès des porteurs de cartes Mastercard et des commerçants qui échangent tous les jours des biens contre de l'argent grâce au système qu'on a mis en place. Mais cette question de confiance aujourd'hui, et vous l'avez déjà mentionné Bernard, elle est souvent abusée par les fraudeurs, et ça c'est vraiment le troisième sujet qui est selon nous le plus complexe à adresser et sur lequel on fait pas mal d'efforts. Donc je vais vous rappeler, je vais vous raconter sur ces 3 aspects, sur ces 3 C, quelles sont les évolutions que Mastercard a connues au cours de ses presque 60 années d'existence. Alors si on parle de complexité, alors peut-être certains d'entre vous se souviendront avec émotion de 3DS, le fameux 3 Domain Secure, hein, j'ai dû me rappeler ce que ça voulait dire. Donc les 3 domaines dans le monde des paiements, ce sont les commerçants qui ont une banque acquéreur. De l'autre côté, le deuxième domaine, ce sont les émetteurs de cartes. Et le troisième fameux domaine, ce sont les schémas de paiement, les réseaux techniques comme nous qui permettons de faire transiter les transactions entre les commerçants et les émetteurs. Et donc ce fameux 3DS, hein, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est la petite boîte qui apparaît quand vous faites un achat électronique où votre banque vous demande de rentrer votre mot de passe. Ça, c'est le 3DS et ça existe depuis plus de 20 ans. Je crois que ça a été créé dans les années 2000. Et à l'époque, le sujet, en fait, c'était quoi? C'était de s'assurer qu'au moment du paiement de la transaction, il y ait une authentification qui soit sécurisée de la même manière que lorsqu'on faisait un achat dans le monde physique où vous entriez votre PIN, votre code PIN sur le terminal. Ça, c'était l'enjeu que les banques avaient. Les 23 000 banques auxquelles aujourd'hui on est connecté, c'était ça leur enjeu. C'était de savoir comment on allait répliquer l'expérience dans le monde physique, dans le monde digital. Et je pense qu'aujourd'hui, avec 3DS1, le MV3DS, la PSD2, l'obligation d'avoir du Strong Cardholder Authentication partout systématiquement, on peut se dire qu'on a bien fait notre job. Hein, et surtout en France, aujourd'hui, la quasi-totalité des transactions sont authentifiées et tout se passe bien. Le problème, et c'est pour ça que je vous dis que c'est devenu plus compliqué, c'est qu'aujourd'hui, les fraudeurs ne s'attaquent plus à ça. Les fraudeurs, ils s'attaquent à tout. Nelly, vous l'avez très bien dit, ils vont aller chercher les datas des gens, il y a des risques géopolitiques, des risques économiques, financiers, au niveau de l'ESG. Et toutes les personnes mal intentionnées, aujourd'hui, c'est ça qu'elles ont compris. Le problème n'est plus de sécuriser le moment de la transaction, de trouver le meilleur PIN ou de s'assurer qu'il n'est pas compromis. C'est plus ça le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, ils s'attaquent à tout. Donc nous, Mastercard, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est justement analyser l'ensemble de tous ces risques pour accompagner les banques, nos partenaires, les commerçants, les entreprises, toutes les entreprises, les TPE, les PME avec lesquelles on travaille, on les accompagne à comprendre l'ensemble de ces risques pour les protéger. Et ce monde-là, voilà, et c'est pour ça que je vous parle de complexité, parce qu'on est passé d'un monde où on s'occupait juste d'authentifier
une transaction au moment de l'achat. Et maintenant, on a une complexité énorme à gérer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la connectivité. Je vous l'ai dit, on a 27 000 banques aujourd'hui qui sont connectées à notre réseau. On a 3,3 milliards de porteurs dans le monde qui ont une carte Mastercard dans leur portefeuille. 3,3 milliards. Et nous avons plus de 100 millions de commerçants qui sont connectés à notre réseau. Et aujourd'hui, chaque année, on traite à peu près 140 milliards de transactions qu'on voit passer sur notre réseau. Alors forcément, aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, mais nous, on a fait déjà pas mal d'IA. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait de l'IA. Et on utilise toutes ces informations, toutes ces data au quotidien pour analyser les comportements, les patterns qui sont dangereux, et tout ça dans un but d'identifier et de prévenir la fraude. On travaille aujourd'hui également avec les acteurs locaux pour mettre à disposition justement de ces acteurs locaux les informations que nous avons au niveau du risk scoring pour pouvoir les aider à s'améliorer. Mais aussi, et ça c'est très important parce que je vous disais, on est tous connectés les uns aux autres. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que cette connectivité permanente et, je dirais, globale ne soit plus un problème. C'est pour ça que nous travaillons à faire disparaître les numéros de carte. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que Mastercard veut faire disparaître les numéros de carte, parce que c'est quand même notre fonds de commerce. Mais aujourd'hui, le risque avec un numéro de carte, c'est que vos numéros de carte, ils sont partout. Vous les donnez tous les jours à de nombreux commerçants, parfois vous leur faites confiance, parfois un peu moins, mais vos numéros de carte, ils sont partout. Et souvent, vous avez oublié où ils sont. Donc nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de faire disparaître les numéros de carte pour que... Et on va les remplacer, évidemment, pour qu'on puisse continuer à faire des paiements. On va les remplacer avec des jetons, avec des tokens. Et donc on est en train de travailler avec l'ensemble de l'écosystème pour faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de numéro de carte en clair dans le monde. Comme ça, si jamais un jour quelqu'un pouvait accéder à votre numéro de carte, eh bien, il ne saurait plus rien en faire. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va transformer l'industrie du paiement de manière fondamentale et qui voilà, permettra encore un peu plus de lutter contre la fraude. Alors, je vous ai parlé de complexité, je vous ai parlé de connectivité. La troisième dimension, c'est la confiance. Et aujourd'hui, comme vous le disiez très bien Bernard, le problème c'est qu'on abuse de cette confiance des gens. J'ai un client qui m'a dit l'autre jour, j'ai 80% des fraudes dans mon business qui ont été authentifiées par la personne à qui appartient le compte et à qui appartient la carte. 80%. C'est comme si vous mettiez des verrous, des loquets, une serrure sur votre porte et puis vous donniez gentiment la clé au fraudeur pour qu'il rentre chez vous. C'est ce qui se passe dans 80% des cas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, alors je ne sais pas si les fraudeurs ont fait des études de psychologie ou pas, mais ils ont compris qu'ils pouvaient abuser de la confiance des gens en leur parlant et en attaquant leur faiblesse émotionnelle. Et justement, en utilisant les émotions de tout un chacun, de vous, de moi, ils arrivent à vous faire adopter des comportements qui sont irrationnels. Et c'est pour ça que nous avons, et c'est une petite goutte dans l'océan, mais de nouveau au niveau local, nous avons travaillé et nous avons lancé un programme qui s'appelait le Fraud Fight Club. Alors, l'acteur américain ne fait pas partie du... voilà, mais on a fait appel à des Instagrammeurs, à des influenceurs, pour faire une campagne sur Instagram pour informer les plus jeunes d'entre nous, entre 18 et 25 ans, sur quels étaient justement les risques, les signaux faibles auxquels ils devaient faire attention pour éviter justement de se faire piéger, parce que quand l'histoire est un peu trop belle, souvent c'est que ça cache quelque chose. Donc on a fait cette campagne en partenariat avec Cybermalveillance, avec la Banque de France et de nombreux partenaires bancaires. Voilà, tout ça dans un but d'informer, d'alerter les gens. Et voilà, je pense que le travail à effectuer est encore énorme juste pour s'assurer que voilà, on ne puisse plus abuser de notre confiance. Voilà, donc ça, je voulais vous donner un petit peu cette perspective sur comment Mastercard a fait évoluer sa réflexion au cours de ces 50 dernières années sur les sujets cyber et sur les risques qui nous entourent. Et comme vous l'avez encore une fois très bien dit Bernard, il s'agit de faire en sorte qu'on collabore les uns avec les autres, au niveau local, au niveau global. La fraude et les risques cyber n'ont pas de frontières, les fraudeurs n'ont pas de frontières. Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, qu'on est ravis d'être parmi vous. Et il y a quelques experts de Mastercard qui vous parleront
tout ça dans un détail et dans un niveau de technicité bien supérieur au mien. Voilà, je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée.